du développement de librairies de vente en ligne, les éditions Tituli. Dans un premier temps, je vais vous parler un peu de la société Data Solutions, vous montrer des références clients. Ensuite, je laisserai la parole à M. Pierre-Vincent Desbattes qui parle du projet. Pour finir, nous ferons une petite vidéo de démonstration et on passera aux questions. Bienvenue à ces deux mois. Alors, Data Solutions, c'est un intégrateur qui est spécialisé dans les projets e-commerce et business. La société compte 32 collaborateurs basés en France. C'est des bureaux à Paris et à Roubaix. Comme vous pouvez voir, la société ne cesse de croître. Elle voit 3 millions d'euros de chiffre d'affaires pour l'année 2013. Nous sommes donc, comme je l'ai dit, spécialisés dans les sociétés e-commerce, spécialisés dans la technologie Intershop. Nous avons aussi un pôle PHP pour Magento et PrestaShop. On travaille aussi sur tout ce qui est site institutionnel, toutes les plateformes Joomla, Drupal, CMS. Nous avons un pôle design géré par M. Stéphane. On fait de l'hébergement de sites. Et on fait aussi des petits sites comme les éditions Tituli, dont on va parler dans 5 minutes. Je vous montre quelques-unes de nos références. Vous pouvez voir que c'est des gros comptes et des plus petits comptes. On travaille donc notamment avec Raja sur la technologie Intershop, Oxoku, Tituli sur Magento, Gemalto, Thales, Othello. Voilà, on fait un peu de tout. On ne va pas s'attarder sur Data Solutions. Le but de cette conférence, c'est de donner la parole à notre client qui nous parle de son projet et de la relation qu'il a eue avec Data Solutions. Alors, les éditions Tituli. Monsieur Desbattes, vous voulez bien me rejoindre. Donc, je salue mon ami M. Martin. Donc oui, je suis client et Data Solutions m'a proposé d'expliquer un peu d'où venait le site internet qu'on va vous présenter avec un petit film à la fin de cette présentation. Donc, je vous invite à rester jusqu'au petit film. C'est un petit bonus. Voilà. Donc après une expérience comme dirigeant d'une imprimerie et d'une société de pré-presse, j'ai eu envie de créer une maison d'édition. Ça peut faire un peu bizarre parce que c'est un secteur qui est assez sinistré. C'est toute la chaîne du livre en France qui est sinistrée. Vous avez dû en entendre parler. Et quand on dresse un constat du secteur de la chaîne du livre, ça donne pas envie de créer une maison d'édition. Je vous donne quelques exemples de l'analyse que j'ai faite. Donc avec Philippe, on a transpiré ensemble sur un certain nombre de sujets. Voilà, donc je prends quelques exemples. Un business model des éditeurs. Et un éditeur, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui joue un peu au casino. En fait, il mise sur des livres, et puis à chaque fois, il faut qu'il trouve de l'argent pour investir dans des livres, fasse imprimer le plus grand nombre possible de livres, si possible en Chine ou en Bulgarie, parce que c'est pas cher. Ensuite, il les fait transporter en France, et puis il les stocke. Donc à chaque fois, ça prend du temps, c'est très compliqué, parce qu'il faut parler chinois, il y a de la logistique, il faut trouver de l'argent pour faire imprimer tous ces bouquins et les stocker en France. Et puis ensuite, le livre, qu'est-ce que c'est? C'est des tonnes de papier. On les envoie avec des diffuseurs chez les libraires, qui souvent n'ouvrent pas les cartons, les renvoie chez les diffuseurs, et de là, tout ce qui ne s'est pas vendu dans les 3 premières semaines est stocké chez les diffuseurs pendant de nombreuses années, et là ça copie, et ensuite on pilote environ 40% de tous ces bouquins. Donc forcément, très difficile pour eux de continuer de gagner de l'argent, d'autant plus que les lecteurs lisent de moins en moins. Donc on imprime de plus en plus de livres à un tirage de plus en plus petit. C'est toute la chaîne du livre qui commence à avoir des difficultés économiques, y compris les imprimeurs, puisque l'imprimerie est un métier à peu de chair. Quand vos tirages baissent, vous avez de plus en plus de main-d'œuvre, de moins en moins de vitesse de roule, et tous les imprimeurs traditionnels qui impriment des livres du noir commencent à perdre de l'argent. Et en ce moment, c'est l'hécatombe. Voilà. Je voulais citer un peu le paysage. Je me disais, moi je suis passionné par l'édition, j'aimerais le faire, mais je ne veux pas mourir avant même d'avoir commencé. Alors, par contre, dans ce paysage qui est un peu sinistré, il y a un certain nombre de nouveautés. J'ai bien examiné ces nouveautés. Alors, la première, c'est l'émergence des tablettes numériques. Alors la France a beaucoup de retard dans le domaine, parce qu'il y a beaucoup de pays, notamment aux États-Unis,
où les tablettes se sont énormément développées aujourd'hui. Mais il y a un petit réveil, et pour la première fois à Noël 2012, on a commencé à vendre plus de tablettes que d'ordinateurs en France. Donc on a vendu des iPads, on a vendu également des tablettes Kobo, qui sont vendues par la Fnac, c'est un matériel canadien, et on a vendu énormément de Kindle d'Amazon, sans parler du Challenger, notamment les Axiom, sous les Android. Donc c'est commencé. Deuxième point qui est important, c'est le livre numérique, c'est l'EPUB. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'EPUB. En France, c'est 1%, c'est moins d'1% des ventes de livres. Aux États-Unis, tous les jours, Amazon vend 50% des livres au format EPUB, aujourd'hui aux États-Unis. Et au niveau national aux États-Unis, 30% des livres chaque année qui sont au format numérique. Donc ça aussi, c'est à prendre en ligne de compte. Quand on veut devenir éditeur, ça va être un peu... Ça va. Et non seulement donc, ça va démarrer, ça démarrera en France aussi, donc autant s'y préparer. Et en plus, ces livres numériques, ces écoles, aujourd'hui, sont lus sur des tablettes numériques et non plus sur les liseuses. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au départ, il y avait les fameuses liseuses Kindle, en encre électronique. Et aujourd'hui, c'est fini, et les gens achètent et lisent avec des tablettes numériques. Et puis, troisième exemple de nouveauté, on peut également intégrer, si on veut démarrer, sa petite maison d'édition de papier, c'est l'imprimerie numérique, parce que de plus en plus, vous trouvez des imprimeries à Paris, je n'ai pas dit à Shanghai, je n'ai pas dit à Bangalore, je n'ai pas dit en Bulgarie, à Paris, des équipements extrêmement sophistiqués qui permettent de faire des plus petits tirages, et voire même des tirages unitaires, personnalisés. Donc ça, c'est très important aussi. Voilà. Donc tous ces éléments m'ont fait penser, ben oui, c'est possible de créer une maison d'édition aujourd'hui en faisant les choses autrement, de façon à ne pas être dans cette spirale infernale négative. Qu'est-ce que j'ai fait? Premier point, je me suis dit, est-ce que je commence en achetant une maison d'édition? Et là, je me suis dit non. Donc avec M. Martin, on a eu l'expérience de ce que c'est que de prendre un acteur traditionnel de la chaîne du livre et d'essayer de le redresser, et ben c'est double claque. On se prend une claque, pourquoi? Parce qu'on va investir lourdement pour se moderniser, et en même temps, on gagne de moins en moins d'argent sur le traditionnel. Et puis en plus, si vous essayez de numériser votre fonds, ça pose énormément de problèmes juridiques avec vos auteurs et leurs ayants. Donc j'ai abandonné cette option. Il faut créer à zéro. Là, je vais vous donner quelques exemples de ce que j'ai utilisé à Paris, parce que je voulais être un développement durable, et faire un travail. Qu'est-ce que j'ai trouvé, qu'est-ce que j'ai mis en place pour créer une maison d'édition adaptée aux technologies actuelles. Alors, premier point, j'ai trouvé un imprimeur à Paris, pas vraiment à Paris, il est à Saint-Denis, et je lui ai dit, je vais faire des petits tirages à 30x. Il m'a dit banco. Alors quel est l'intérêt? C'est que je n'ai pas de logistique, je n'ai pas besoin d'employer du personnel qui parle le chinois, je n'ai pas besoin de constituer de stock, ce qui est très important, puisque je n'ai pas besoin de trouver beaucoup d'argent et de miser, j'en imprime très peu, si je les vends c'est bien, si je ne les vends pas, c'est pas grave. Je n'ai pas du tout besoin d'avoir des installations de stockage importantes. Voilà, c'est le premier point. Puis je peux aller surtout très vite. En général, quand j'imprime, j'appelle le lundi, le jeudi, je vais les chercher en métro, je les sais. Et je les stocke sur mon étagère. Donc c'est très simple. Ça, c'est très important. Deuxième, c'est l'aspect tablette numérique. Aujourd'hui, quand on va aux États-Unis, comment est-ce que les gens achètent des livres? Ils n'achètent plus des livres dans des librairies parce qu'elles sont toutes crevées. Il y a eu récemment encore une chaîne de livres importants, Borders, qui est morte. Dans toutes les villes des États-Unis, toutes les librairies bordelaises ont fermé du jour au lendemain. Il ne reste plus que Barnes & Noble, qui est devenu une espèce d'épicerie. Donc aujourd'hui, pour acheter, tout le monde va sur Amazon. En général, vous consultez Amazon, les gens le consultent depuis leur tablette numérique. Donc il est absolument évident que ce site devait être adapté à la lecture en tablette numérique. Et c'est ce que nous allons présenter les petits cas de la solution. Voilà. Évidemment que ça va être un site internet
plutôt qu'une application. Parce que les gens, même aux États-Unis, ils sont pas encore prêts à acheter des livres sur une application. D'ailleurs, qui connaît l'application Amazon pour iPad? Levez la main. Et même quand vous êtes sur votre iPad, vous consultez Amazon par Internet. Et du coup, ça va être une application Internet. C'est trop tôt pour les applications numériques. Et le bonus, c'est que vous achetez sur Internet et vous téléchargez votre EPUB et vous continuez votre lecture sur votre tablette. Par ailleurs, il n'est pas interdit, pour répondre au coût de la clientèle, de faire un site Internet qui ressemble à une application. C'est d'ailleurs ce que nous avons fait. Ensuite, eh bien, il y a les adaptations au niveau de la diffusion qui sont rendues possibles par le modèle Internet. C'est également ce que j'ai fait. Donc, aujourd'hui, gagner sa vie en tant qu'éditeur, pour faire de la vente directe, il faut complètement bypasser toute la partie diffusion. Donc, je n'ai pas de diffuseur, et c'est très important, puisque le diffuseur, qui sont par ailleurs souvent des filiales de grands groupes d'édition, des concurrents, je ne vais pas aller leur donner l'argent, coûte environ 50% du coût revient réel du livre, et 50% caché. Donc, je fais 50% d'économie, et je vends mes petits livres sur mon petit site internet. Je fais de la vente directe. Et c'est pas parce que je fais de la vente directe que les clients sont confinés au site livre.fr. Je dis toujours, on ne se bat pas contre Google et Amazon, on les enfourche. Qu'est-ce que j'ai fait? Je m'inscris sur Amazon, je m'inscris sur Google Play, je m'inscris sur l'iBook Store, je m'inscris sur lafnac.com, comme la petite librairie, revendeur de livres. Je paye 2 centimes chaque fois que je vends un livre dans ce canal. Donc vous trouvez mes bouquins partout, parce que je suis petit libraire de quartier, c'est très facile de prendre ce que vous voulez sur Amazon ou à la Fnac. Voilà. Donc c'est pas parce qu'on est en vente directe qu'on vous trouve que chez vous et que vous êtes limité dans votre scope. Très facile aujourd'hui, depuis votre petite librairie titulie.fr et votre petit hangar au 42 rue de Rennes, eh bien, et votre petit crayon de partir à la conquête du marché français. C'est ça qui est intéressant dans le système actuel, si vous pouvez utiliser une autre façon. Et bien, enfin, les nouveautés qui sont rendues possibles aussi au niveau de l'informatisation, c'est le pré-presse. Nous sortons de l'époque où on avait des armées de Nagash et d'Indiens pour la mise en forme de bouquins. Nous entrons dans l'époque où vous avez des petites entreprises spécialisées dans le 5e. Vous avez dit tout à l'heure, je vais tout faire en métro, donc il fallait que ce ne soit pas trop loin. Et ces gens, avec des millimètres qui mettent en place pour vous, vous avez une mise de fonds, un investissement initial, et ensuite, vous pouvez sortir un bouquin à partir du manuscrit de l'auteur en quelques heures. Le bonus, c'est que vous avez un standard qui est toujours appliqué, extrêmement rapide, toute mise en ligne nulle, et surtout, ça vous sort tous les fichiers dont vous avez besoin. Quand vous êtes éditeur, vous avez une présence sur le web, que vous faites de l'EPUB, que vous avez un site internet avec un feuilleteur, eh bien, vous avez besoin d'un fichier d'imprimeur, des fichiers EPUB, le format mobile, les fichiers du feuilleteur internet, les fichiers de visualisation pour les librairies en ligne. Donc, il y a énormément de possibilités qui sont attendues. Et puis ensuite, la question de la commercialisation. Aujourd'hui, l'édition, c'est un métier low cost. En fait, les coûts de marketing des maisons d'édition traditionnelles sont assez limités. Et chez moi, je n'ai pas d'argent, donc ils sont complètement nuls. Ce n'est pas parce que c'est low cost qu'il n'y a pas de nombreuses choses qu'on peut faire. Et ça, vous les verrez lors de la présentation de la solution Internet. Première chose, donner à lire. Donc ça, c'était un des choix très forts. C'est que pour chaque livre, il y a un feuilleteur qui vous permet de découvrir cet auteur inconnu, de feuilleter l'intégralité du livre. Ça vous donne vraiment une approche toute découverte qui est très proche de celle que connaissent les grands lecteurs lorsqu'ils vont dans leur librairie de quartier. Ils feuillettent, si ça les intéresse, ils achètent. Donc on a fait exactement la même chose. L'autre point, c'est que vous donnez à voir, rencontrer l'auteur. C'était évident, on se plaint toujours, nous les vieux, oui, Dailymotion, YouTube, toutes ces vidéos, c'est de la merde. Ben non,
ça permet de donner à entendre un lecteur, c'est l'auteur qui pendant 4 minutes lit son propre livre, et ça donne une rencontre, c'est la voix, c'est le visage. Moi j'ai fait beaucoup d'expériences, hein, vous verrez sur des vidéos qui sont déjà stockées sur Dailymotion. Là ça donne envie, il y en a qui plaisent, il y en a qui ne plaisent pas, mais quand ça plaît, bah, vous se dites, j'ai envie d'acheter ce bouquin. C'est vraiment très fort. Et puis aussi il y a les réseaux sociaux, évidemment. Alors ici, dans la conférence avec les réseaux sociaux, on a l'impression que le seul objectif, c'est de faire du volume. Il faut avoir un maximum de retweets, il faut avoir un maximum de followers. Non, c'est une version. Le réseau social, ça peut être aussi une façon de donner à voir, d'informer sur le fond, avec un vrai contenu. Tout ça est prévu, pas dans l'optique d'avoir un maximum de followers, ça on s'en fout complètement, dans une optique de donner à un certain lectorat, de gens qui connaissent mon art, des informations fraîches sur les nouveautés. Voilà en gros ce qui est de base à l'idée du site internet. Et je voudrais terminer par une chose, c'est partir, si vous voulez, dans la philosophie que je vous ai expliquée, j'ai parlé pas mal de business model, un peu d'analyse économique d'une chaîne de valeur, d'un segment industriel. Ce qu'il y avait derrière aussi, c'est une certaine approche du livre. C'est ce qu'on appelle le livre c'est la longue traîne. Quelle était l'idée en fait sous-jacente? C'est que l'idée de marcher comme un volume à faire, à mon avis, à l'ère Internet est complètement dépassée. Je m'explique. Aujourd'hui, le livre, pour un éditeur, c'est on espère qu'on va tirer à 15 000, on espère qu'on va tirer à 20 000, ça serait merveilleux. Donc en général, ils font des petits tirages, ils perdent de l'argent surtout, et une fois de temps en temps, ils se refont avec un best-seller. Que les gens lisent les premières semaines, et qu'après plus personne n'achète jamais. Ça pour moi, c'est une version un peu dépassée du livre comme produit commercial jetable. Et je crois que sur Publis, ce qu'on essaie de promouvoir, c'est un peu le livre découverte, c'est la relation individuelle, l'inattendue, la découverte, que des curieux qui viendront sur le site, auront avec tel ou tel auteur, on n'espère pas en vendre des masses, de chaque titre, on espère les vendre de nombreuses années. On a mis une autre philosophie, c'est ce qu'est la lecture. Voilà, merci pour votre attention à cette nombreuse assistance. Je veux dire de plus sur le projet. Donc, je vais vous parler du projet côté Data Solutions. Donc, quels étaient les besoins de M. Debat quand il est venu nous voir au bureau? Il fallait vous cataloguer des auteurs et des livres, gérer des utilisateurs, gérer des transactions, c'est-à-dire c'est un site e-commerce. À la fin, comme le but, c'est que les gens puissent acheter des livres sous format papier ou sous format électronique, qu'on puisse lire agréablement un livre en ligne, qu'on puisse administrer le site via un back-office, qu'on puisse associer des vidéos de présentation afin que les auteurs puissent présenter leurs ouvrages, qu'on puisse faire de la consultation multicanal et qu'on puisse partager sur les réseaux sociaux. Et je vous laisse. Donc, moi j'avais dit, c'est très important de pouvoir vendre. Vous verrez, si vous comparez avec les concurrents, c'est très rare qu'un éditeur vende ses livres en ligne. Ça ne se fait pas, c'est pas correct. Moi je voulais vendre, parce que comme je fais de la vente directe, quand même j'ai envie de vendre chez moi, mais je ne voulais pas que ça fasse épicerie. Donc j'avais dit aux deux jeunes, voyez, vous regardez Amazon, et c'est exactement le contraire de ce que je veux. Voilà, donc soyez pas choqués quand vous verrez le look de B2B, c'est pas parce qu'on vend quelque chose sur Internet que ça doit ressembler à un site qui vend des chaussures, des sauces piquantes et accessoirement des livres. Je vais donner la parole à M. Stéphane pour parler des solutions. Lui, je pour ceci. Bonsoir à tous. Voilà, là on vient de vous parler des enjeux. Les enjeux sont importants. Techniquement, pour répondre à ces enjeux, un des besoins en fait, c'était de travailler sur des solutions open source. Donc, les enjeux étant d'avoir une administration, d'avoir une forme de portabilité et des logiciels open source, on a scindé les besoins en deux parties. Donc, les besoins d'administration BO et les paiements en ligne. Ces besoins-là ont été résolus par le logiciel Magento open source. Quand dans la partie portabilité, look and feel et web design, on a choisi d'utiliser
framework jQuery mobile qui se base sur l'HTML5 et CSS. Ensuite, on peut découvrir et un autre besoin essentiel du projet, donc c'était cette fameuse lise tactile que notre pôle de développement Data Solutions a résolu brillamment. Ce qui est de la partie back-office, paiement, l'utilisation de la solution Magento, c'est Georges qui connaît parfaitement cette solution qui va vous en parler. Alors, on a choisi Magento déjà parce qu'on a un pôle Magento de Data Solutions, donc c'est déjà plus simple de travailler sur une solution qu'on connaissait. Magento nous offre avant tout une couche e-commerce très puissante, évolutive, qui nous permet de gérer des transactions, de gérer le référencement naturel, de gérer les livres, les produits, de gérer les auteurs. Magento est une solution réputée qui est performante. On peut offrir à notre client un CMS, c'est-à-dire qu'il peut de lui-même gérer des pages statiques. Et on a surtout la facilité de mise en place d'un design grâce à son modèle MVC, modèle de contrôleur. Je peux donc assigner des tâches à mes développeurs, à mes designers, qui puissent travailler en parallèle. On ne va pas s'attarder sur la technologie Magento que vous pouvez tous connaître. On va plutôt parler de la stratégie qu'a employée le pôle design, tactile de l'application. En fait, nous, ce qu'on a voulu faire, avec Pierre-Vincent Debat, c'était de privilégier quand même l'aspect portabilité, mobile, multicanal. Donc grâce au framework jQuery mobile, on arrivait à résoudre différents problèmes. L'un étant donc ce qu'on appelle le cross-canal. Le cross-canal, c'est arriver à avoir une solution qui soit portable sur tous les systèmes d'exploitation mobile. Donc là, je parle de iOS, je parle d'Android et les autres. Ensuite, il fallait évidemment que ce soit navigable en look and feel, donc avec un concept tactile. jQuery mobile résout ça. Il fallait aussi qu'on respecte l'ergonomie mobile, parce qu'il y a une interface utilisateur et une expérience utilisateur qu'il faut pouvoir respecter si on veut pouvoir naviguer aisément sur ce genre d'application. Donc jQuery mobile nous permettait finalement de résoudre le problème de la web application qui consiste à avoir un site adaptif mobile en mode connecté. Après, on va parler plutôt des problématiques et j'apporterai des solutions aux questions apportées le client. Voilà, donc on avait la problématique de la liseuse. La problématique de la liseuse qui était très importante pour moi, c'est un des grands classiques des problèmes d'accès au texte, surtout en situation de mobilité. Il y avait quelques problématiques clés que j'avais précisées à Data Solutions. La première, c'était évidemment l'accès aux fichiers PDF imprimeurs. C'était un choix que je l'avais fait. Et je voulais, même si je ne l'ai pas fait dans un premier temps, je voulais m'autoriser à contrôler ou à gérer les accès dans un second temps. C'est quelque chose qui était ouvert. Donc, encore une fois, pour l'instant, c'est 100% du livre qui est en accès libre sans téléchargement. La deuxième problématique, c'était que, même si je suis très généreux, je souhaitais empêcher une copie sauvage de mes ouvrages. Et troisième point, je voulais, je suis très sensible, qu'on puisse lire dans tous les sens une tablette. Certaines personnes la tiennent verticalement, d'autres la tiennent horizontalement. Et puis il y a tous les formats de tablette. Je voulais que ce point-là soit parfaitement géré par la solution. Je vais répondre dans l'ordre. Ce qui est de la problématique de permettre la lecture en ligne. Donc, Magento nous offre la possibilité de créer des contrôleurs qui permettent de gérer justement la demande des livres. On crée des contrôleurs de pages on-demand, des contrôles des autorisations, c'est-à-dire que les utilisateurs Magento vont être logués. On aura des cookies, on saura combien de fois ils ont lu, par exemple, tel ouvrage, combien de pages ils ont lu, en fonction des autorisations, des règles de gestion que M. Debat inscrira dans le back-office. On autorisera ou non l'accès à telle page. Pour empêcher la copie du livre, on a tout simplement découpé un PDF en N pages. Comme le PDF est chargé sur votre ordinateur, n'importe qui peut le prendre avec un petit Firefox, c'est très facile.
Alors que s'il y a 500 images différentes, on ne peut pas s'emmerder à faire un clic droit sur chaque image pour récupérer les sources. Et pour ce qui est de la lecture en tous les sens, je pense que vous avez utilisé, bien sûr, les événements jQuery, JavaScript, pour savoir en fait, quand est-ce que la tablette se tourne. J'ai été particulièrement satisfait de la solution qui a été imaginée par ta solution, parce que c'est souvent un sac de nœuds, notamment en termes de temps de téléchargement. Et je trouve que le fait d'avoir découpé chaque fichier imprimeur en N pages, ça répond bien, c'est très simple, c'est presque simpliste, mais ça répond tout à fait à un certain nombre de problématiques. Je suis très content de ça. Une autre des problématiques, c'était de respecter l'identité des éditions Tituli. Alors le problème avec les éditions Tituli, c'est que c'est une édition de littérature, donc format papier. On appelle ça format print. Les codes de codification graphique des formats print sont relativement différentes des codifications web. On a travaillé avec Pierre-Vincent Debat sur le sujet et on a appliqué pour le cours des techniques graphiques qui font le web. Alors, par exemple, les dégradés, on peut le voir sur la haut, sur la gauche, on a appliqué un dégradé sur le logo Tituli pour mettre en évidence les livres. Ouais, ici, c'est pas tellement bien en évidence parce que la qualité n'est pas terrible, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a là aussi appliqué un effet radial de dégradé avec des ombres portées. Du coup, en fait, c'est vraiment de privilégier le livre. Comment privilégier le livre? Tituli travailler sur une colorimétrie violette, presque un peu grivoise, je tenais à vous le dire. Donc, il fallait le faire avec, mais pour le coup, ça pouvait être intéressant si on la contrastait. On a choisi un univers plutôt sombre, chic, un peu velouté, où on sent bien un peu pelucheux. On a souvent parlé de revêtement pelucheux. Donc voilà, la mise en évidence donc, des livres, fond noir, des livres violets qui ressortent parfaitement, tout en respectant les exigences du web et le confort de navigation de la jeunesse. Là, je glorifie M. Stefanek, parce que la première fois qu'il a vu ce qu'il allait devoir mettre en page sur le web,